Et nous sommes de retour pour l'émission de défense, comme tous les mercredis soirs. Avec nous, d'abord, Shani Guidalia, vous allez nous parler des résultats du terrain, pour l'instant, à Gaza. Oui, Mathias, depuis le 18 mars, la reprise des combats, donc l'armée a publié un communiqué qui explique donc tous les succès opérationnels depuis cette date du 18 mars. L'armée détaille d'abord cette journée phare. Il y a donc 3 divisions de Tsahal et du Shin Bet appuyées par des informations, des renseignements qui lancent une frappe puissante qui cible des hauts responsables politiques et militaires du Hamas. Au total, pendant cette seule journée, 8 hauts commandants du Hamas sont éliminés. 11 au total depuis la reprise des combats. Donc dès le premier jour de l'opération, la coordination entre les branches politiques et militaires du Hamas a été considérablement affaiblie. Et donc depuis la reprise des combats, il y a eu pas mal de succès opérationnels. Au total, 1200 cibles terroristes ont été attaquées, ont été ciblées depuis les airs. Plus d'une centaine d'éliminations ciblées. On parle de commandants du Hamas, des chefs des renseignements et également des terroristes impliqués directement dans le massacre du 7 octobre. Et également, en parallèle, cette zone de sécurité qui a été mise en place sur environ 30% de la bande de Gaza. Et également le corridor Mora qui, on le sait, sépare Khan Younes de Rafah qui a été élargi. Merci, Shani, vous restez avec nous. Mais mes deux invités, Daniel Flexer, ancien pilote de chasse et agent du Mossad, officier du Mossad, et également Eyal Pinko, cette fois ce n'est pas l'armée de l'air mais la marine, et également au bureau du Premier ministre. Merci d'être avec nous. Messieurs, qui veut commenter d'abord les succès opérationnels concrets à Gaza? Si vous estimez qu'il y a des succès opérationnels? I think it's a beauty before age. Okay. Je pense que c'est le plus beau qui doit commencer. Et Bévrit, en hébreu. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un plan très organisé qui a été présenté par le Premier ministre. Certaines personnes pensent qu'il faudrait aller plus vite ou moins vite. Mais l'idée, c'est d'encercler du nord dans le sud, de diviser Rafah en plusieurs secteurs pour parvenir à un meilleur contrôle du terrain. Et ce qu'a dit le ministre de la Défense, il faut être précis, c'est qu'on ne prend pas, on ne se retire pas des zones dans lesquelles on intervient. On continuera à exercer une pression dans ces secteurs. Donc il y a un changement. C'est peut-être pour cela que c'est un peu plus lent que certaines personnes l'espéreraient. Par exemple, l'axe Morag dont vous venez de parler, on a fini de prendre le contrôle il y a un mois. Et en fait, cet axe permet de fermer Rafah, de ne pas être trop près de l'Égypte, mais malgré tout d'encercler Rafah. Moi, je vais plus loin dans ma question, Eyal Pinko. Est-ce que là, le Hamas n'est pas en train de gagner du temps? On ne le voit pas, il refuse les affrontements directs. Le Hamas essaye effectivement de gagner du temps. Le fait que tant qu'il n'y a pas de victoire israélienne, c'est une victoire de son point de vue, c'est une approche arabe et non occidentale. D'un autre côté, tant que le Hamas détient des territoires dans la bande de Gaza, pour lui, il a remporté la guerre. Et donc, l'idée de conquérir des secteurs et de les détenir, c'est une défaite du point de vue du Hamas. C'est cela qui est important dans cet axe Morag, au-delà de l'isolement de Rafah, qui est le cœur du Hamas. L'idée, c'est de montrer qu'on contrôle le terrain, et du point de vue du Hamas, c'est quelque chose qui est inacceptable. La vraie question, c'est le Hamas qui ne sort pas la tête des tunnels. C'est une surprise? Ou alors il ne peut pas sortir la tête des tunnels? Il y a les deux, il y a un peu des deux. S'il sort la tête des tunnels, il va être frappé. Il n'a pas la capacité de stopper Tsahal. Donc en fait, ils ont une espèce de tactique de survie. C'est ça qu'ils font. Comme Yann l'a dit,
puisqu'il s'agit de gagner du temps de leur point de vue, c'est qu'en fait, ils savent très bien comment cela va se terminer. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de combat très dur en ce moment. Pourquoi est-ce le cas? Soit ils n'ont pas d'hommes, soit ces hommes ne veulent pas combattre, soit ils se cachent. Eh bien, ces trois choses, c'est une bonne chose pour nous. En attendant, le Hamas détient les otages, quoi qu'il arrive. Il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi des civils gazaouis qui détiennent les otages, il y a aussi le djihad islamique palestinien et il y a aussi, bien sûr, le Hamas. Une des raisons pour lesquelles il est plus difficile pour le Hamas d'agir malgré le fait qu'il ait mobilisé 6 000 nouveaux hommes, c'est parce qu'il y a des clans. Il y a des clans et il y a une lutte de pouvoir pour savoir qui contrôlera le Hamas pour les années à venir. Aujourd'hui, il y a 5 clans dans la bande de Gaza qui se combattent et donc ils dirigent leur énergie moins à nous combattre et plus à prendre le contrôle de la bande de Gaza. Alors Chani, Eyal parlait à l'instant de demain. Israël Katz en parle justement de demain. Oui, et il a fait 2 déclarations choc. La première, il affirme qu'Israël prévoit de créer un système pour distribuer l'aide humanitaire à Gaza. Alors comment ça fonctionnerait? Il y aura des centres logistiques civils mais contrôlés par Tsahal qui seront mis en place dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Évidemment, ça a entraîné des vives réactions au sein de la classe politique et également au sein des familles des otages. Donc Israël Katz est revenu sur ses propos, il a précisé son idée. Premièrement, il a dit aucune aide n'entrera dans la bande de Gaza et cette gestion empêchera le Hamas de mettre la main sur cette aide humanitaire pour qu'il perde finalement le contrôle sur la population gazaoui. Il précise évidemment que la politique d'Israël ne change pas, que le but avant tout c'est de libérer tous les otages. Deuxième déclaration choc d'Israël Katz, il affirme que Tsahal restera dans la bande de Gaza. L'objectif, Mathias, c'est d'ajouter toutes les zones où Tsahal a opéré, qui sont donc nettoyées des infrastructures terroristes, de les ajouter aux zones de sécurité d'Israël pour pouvoir élargir ces zones tampons. Et Al Pinko, est-ce que c'est ancré dans le marbre? Tsahal ne se retirera jamais de ces zones tampons ou c'est politique? Vous savez, au Proche-Orient, tout est possible. Et cela dépend beaucoup de la pression qu'exerceront les Américains, la pression aussi du Qatar et de l'Égypte. Et en fait, on est dans une sorte de tango. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et tout dépend de ce qui va se passer dans les semaines à venir, après la Pâque juive, après la Pâque chrétienne. On reprendra les pourparlers. On a vu hier que le Hamas a refusé la proposition parce qu'il n'est pas prêt à déposer les armes, et donc les semaines à venir vont être critiques pour savoir où on se dirige. Trump essaie de faire de la bande de Gaza une partie de cette route de la soie américaine et pour transporter du pétrole et des marchandises. Donc il y a aussi des pressions américaines qui sont importantes. Voyons ce qui se passera dans les prochaines semaines. Les sécuritaires détestent cette expression « follow the money », mais je vous la pose quand même. Donc en fait, Gaza, c'est quoi? C'est une question d'argent en fait. Comme l'Irak, comme d'autres pays aussi, où on cherchait le pétrole, on cherchait l'argent. Je ne dirais pas les choses comme cela. La bande de Gaza, c'est une menace pour nous. Ça n'est pas une menace existentielle, mais une menace importante. À mon avis, cela prendra plus que 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose qui durera longtemps. Je pense qu'Israël veut démilitariser la bande de Gaza et écarter une menace sécuritaire. Et cela se connecte à cette approche dont parlait Chani, de
prendre le contrôle de zones. Alors, si je me permets d'interpréter le ministre de la Défense, il a dit en fait que dans les zones qui seront occupées par Israël, il faudra effectivement s'occuper de l'aide humanitaire. Je pense d'ailleurs qu'il a fait un peu machine arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend le contrôle d'un secteur, et cela correspond tout à fait à la stratégie évoquée par le Premier ministre dès le départ. Nous allons démilitariser la bande de Gaza pour que cela ne soit plus une menace pour Israël. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas éviter de démilitariser le Hamas ou d'autres organisations et leur ôter leur autonomie, et ensuite il faut occuper tout le territoire, sinon il y aura encore des terroristes. Mais si c'est le cas, il faudra aussi s'occuper de la population civile avec peut-être des compagnies. Alors oui, alors Obama et Biden effectivement avaient parlé de faire ce centre commercial de la bande de Gaza. Alors moi je serais très heureux de voir un condominium où tout le monde vit en paix. Alors vraiment, ce serait formidable. Mais comme l'a dit Eyal Pinko, au Proche-Orient tout est possible. Et voilà, les choses changent en permanence, les frontières, le contrôle, etc. Mais au-delà de notre objectif moral, qui est de ramener tous les otages, il y a un autre objectif principal qui est d'écarter la menace à l'égard d'Israël, de la bande de Gaza. Si vous me permettez d'ajouter une chose, effectivement, du point de vue d'Israël, la bande de Gaza, c'est une question sécuritaire et il y a eu un événement grave et il faut écarter cette menace militaire. Mais si on voit ce qui se dit sur la scène internationale, eh bien la bande de Gaza, c'est effectivement un endroit où il y a de l'argent à se faire. Qui va contrôler le transport d'énergie? Il y a la Turquie, il y a la Syrie, il y a la Chine qui sont impliquées. La question est qui contrôlera les sources d'énergie et comment transporter ces sources d'énergie. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez été dans la marine israélienne et les renseignements de la marine israélienne. Restez avec nous, messieurs, parce que Océane Nicole, on parle de guerre actuellement, on parle de poursuite des combats. Ça ne plaît pas visiblement à des réservistes, so-called réservistes, parce qu'il y a des anciens également, Océane, qui eh bien, montrent au créneau et continuent. Il y a prendre l'ampleur finalement, ce mouvement prend de l'ampleur. Oui, et l'objectif, Mathias, c'est de tout faire pour libérer les 59 otages toujours détenus à Gaza. Selon eux, selon les signataires, eh bien, il n'y a qu'un accord qui peut permettre la libération de ces otages et ils sont prêts à payer le prix fort, c'est-à-dire que Tsahal, eh bien, dépose les armes et que l'armée israélienne, eh bien, arrête l'opération Force et Glaive qui a commencé il y a 4 semaines maintenant dans la bande de Gaza. Tout a commencé avec les pilotes de l'armée de l'air qui ont donc signé une lettre. Au total, 10% des 950 membres de ce corps de l'armée ont donc signé cette lettre et d'autres corps de l'armée ont suivi, notamment les officiers de la marine, les médecins réservistes, des diplômés d'une académie d'élite de Tsahal, ainsi que des agents, des anciens agents du Mossad. Alors parmi les signataires, il y a des personnes qui sont fermement opposées à Benyamin Netanyahou et à son gouvernement. Il y a notamment Ephraim Halevi, Nimrod Safer, Dani Yotam ou encore Tamir Pardo, et tous appellent donc à donner la priorité aux otages plutôt qu'au combat. C'est une lettre qui a été adressée au Premier ministre Benyamin Netanyahou et au ministre de la Défense Israël Katz, une lettre qui a été vivement dénoncée par eux. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des sanctions qui ont été prises à l'encontre notamment des pilotes de l'armée de l'air, puisque tous les pilotes réservistes qui ont signé cette lettre, eh bien, ont été démis de leur fonction de réserviste dans l'armée israélienne. Et c'est dans ce contexte que le Hamas en a profité. Ça a été évidemment prévu avant, mais ça a quand même aidé justement l'organisation terroriste à préparer les massacres du 7 octobre, d'où cette nouvelle fronde des réservistes qui est une nouvelle fois problématique. Merci Océane. Alors avec nous, on a deux anciens du Mossad, un pilote, un ancien de la marine israélienne. Vous avez signé, messieurs, ces lettres, appelant à la fin des combats? You're joking.
Alors, je vous pose la question. Vous plaisantez, vous plaisantez. Si vous permettez, il y a eu les lettres d'abord des pilotes et je pense que c'est très grave. La lettre précédente, c'était vraiment du refus de faire son devoir et j'ai été très en colère. Mais là, en fait, il s'agit de dire au chef d'état-major, au commandant de l'armée de l'air, de dire nous n'avons pas confiance en vous, c'est une guerre politique que vous menez et il faut ramener les otages. C'est comme si ces gens-là, ces hurluberlus vraiment gérer le Proche-Orient. Et il y a, je pense, une incompréhension complète de leur rôle en tant que soldats dans une armée. Il y a le chef d'état-major, il y a le commandant de l'armée de l'air qui pense qu'il faut mener cette guerre. Et eux, ils disent non, non, vous servez le gouvernement qui veut faire certaines choses. C'est très très grave. En tout cas, à mes yeux. Je vous pose la question, Yann Pinko. Cette fronde des réservistes, elle est sécuritaire ou elle est politique? Si on voit qui est derrière ces lettres, on voit des processus qui durent depuis 3 ans. Il y avait ces associations, l'association 5-5. Ce sont des gens qui étaient dans les manifestations rue Kaplan. Des gens qui sont unis dans l'opinion qu'il faut remplacer le Premier ministre Netanyahou. Il y a des mouvements politiques derrière cela. Et malheureusement, ils utilisent l'armée et les systèmes de sécurité comme un outil politique. Peu importe ce que le gouvernement fera, ils seront toujours opposés. Et peu importe s'ils sont d'accord avec le gouvernement ou pas, utiliser les systèmes de sécurité, les forces de sécurité comme outils politiques, il n'a même, mais la plupart, ce sont des gens qui ont 60, 70 ans, voire 90 ans parfois, qui ne sont plus du tout dans l'armée, mais il crée une situation très compliquée puisque cela fait que l'armée devient un outil politique. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous avez servi, par exemple, tous les deux, si je me trompe, vous me corrigez, avec Tamir Pardo, ancien chef du Mossad. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il tenait des propos politiques, ou alors on devient politique une fois qu'on a, entre guillemets, rendu l'uniforme? Ça vous fait sourire? Non, parce que ce qu'a dit Eyal est très vrai. Ce sont des gens qui sont vraiment des anciens qui étaient aux manifestations rue Balfour et à chaque fois pour une autre raison. Alors essayons de donner une réponse sociologique à votre question. Ce qui se passe depuis 20 ans, c'est qu'on a un Premier ministre de droite qui est le chef de droite et il a créé un bouchon politique en Israël. Et tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui sont frustrés. Ils ont essayé à 2 reprises de le remplacer. Une fois, on a élu Ehud Barak. La deuxième fois, c'était Naftali Bennett. Et après 1 an, il y a aussi Lapid. Oui, Bennett et Lapid, voilà, il y avait un roulement. Mais il y a une frustration parce que ces premiers ministres qui ne sont pas de droite sont éphémères. Voilà, depuis 20 ans, avec les manifestations sur le coût de la vie, eh bien, ils ne parviennent rien à faire. Ça sera ma dernière question. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent? J'aimerais comprendre, ou peut-être que les téléspectatrices et téléspectateurs comprennent. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent? Le gouvernement suit une certaine ligne sur la manière de mener cette guerre et ça n'est pas seulement une guerre militaire, il y a les questions de l'électricité à la bande de Gaza, de l'aide humanitaire, donc il y a des efforts qui sont militaires et économiques. Voilà ce qu'a choisi de faire, la stratégie qu'a choisi d'adopter le gouvernement. Pour l'instant, ça fonctionne. Alors, peu importe la réalité, ces organisations feront tout pour dessiner la réalité sous un autre jour. Donc voilà la situation. 10 secondes.
Encore un mot. On a le droit de protester en Israël, c'est un pays démocratique. On peut dire, voilà, nous voulons rendre Jérusalem aux Palestiniens et ils libéreront les otages, mais pas le faire en se servant de l'armée. Merci. Daniel Flexer, merci. Et Eyal Pinko d'avoir été avec nous. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, estime aujourd'hui que l'Iran n'est pas loin de la bombe nucléaire. On écoute à ce sujet le président des États-Unis, Donald Trump, et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien sur les négociations directes, justement, entre les deux pays qui aura lieu à Rome en fin de semaine. Je veux qu'ils deviennent une nation riche et grande, mais il y a une chose toute simple, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Il faut se dépêcher, car ils sont vraiment pas loin d'en avoir une. Et ils ne l'auront pas. Si nous devons faire quelque chose de très fort, nous le ferons. Je ne le fais pas pour nous, je le fais pour le monde entier. Ces gens-là sont radicalisés, ils ne peuvent pas avoir la bombe. Est-ce que ça inclut des frappes sur les installations nucléaires iraniennes? Oui, bien sûr. Le docteur Araghchi se rendra à Moscou vers la fin de la semaine. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un voyage programmé, mais l'occasion sera naturellement mise à profit pour discuter des derniers développements liés aux pourparlers de Mascate. Docteur Amir Hamedi, merci beaucoup de nous rejoindre depuis Los Angeles, expert irano-américain en contre-terrorisme. Vous avez travaillé également pour le département d'État. Est-ce que l'Iran est encore une fois en train de jouer une sorte de trompe-l'œil aux Américains? J'ai travaillé plus tôt pour le département de la justice et il faut dire très clairement lorsque nous disons que l'Iran ne négocie pas parce qu'il est en position de force, mais parce qu'il est en position de désespoir. Le régime iranien est en mode de survie parce qu'il y a une crise interne qui dure depuis des décennies, il y a des sanctions, il y a un isolement international et tout cela a sapé les fondations du régime. Les jeunes aussi rejettent l'idéologie du régime et les élites ne croient pas en un avenir. Et Téhéran fait des belles déclarations, mais il n'y a rien derrière tout cela. Et tout cela peut permettre ils ont du mal à empêcher le pays de s'effondrer. Et ils utilisent ce dialogue comme une tactique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils négocient, ça n'est pas pour parvenir à la paix, mais pour gagner du temps. Et pour avoir suffisamment de temps pour rétablir la machine de répression et se renforcer. C'est une tactique qui vise à gagner du temps de la part de la République islamique, qui n'ont pas du tout envie d'être sur la voie diplomatique. Et tout le monde sait que c'est ça le but. Est-ce que le régime, parce que vous l'avez écrit, c'est pour ça que je vous pose la question, ça fait 10 ans qu'on dit que le régime est sur le point d'imploser. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Yes, absolutely. Oui, et c'est le cas parce que dialoguer, ce serait une erreur historique. Cela permettrait au régime de se reconstruire. On voit bien ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Il y a des grèves, l'économie est en train de couler. 90% des Iraniens ne veulent pas du régime. L'histoire les observe et les Iraniens sont en train d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire avec clarté et conviction. Et on peut espérer que très prochainement le régime va tomber. Mais qui? Parce que si jamais, effectivement, Donald Trump passe à la vitesse supérieure et frappe, qui peut succéder aujourd'hui à Ali Khamenei?
C'est le peuple iranien. 70% de la population iranienne a moins de 40 ans. Ils n'ont pas vécu la révolution, mais ils ne veulent pas que ce soit une république islamique. Ils veulent un changement de régime. Ils veulent un régime laïque, démocratique, et certains réclament le retour du prince héritier Reza Pahlavi et pour rétablir un régime. Donc il est très clair qui va être le prochain chef du régime. On l'avait compris donc, le fils du Shah. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il saura s'entourer. Vous nous direz oui ou non, vous reviendrez dans notre émission, docteur Hamedi, pour nous parler justement de la manière dont le Shah est en train de s'entourer, peut-être avec des informations dont seul votre entourage avait, puisque vous le côtoyez également au quotidien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. My pleasure. Thank you so much. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur i24 News. À très vite.